Alors, mesdames, messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, ils sont installés. C'est Adrien Tchomankou, c'est Laurent Roland-Torniquez. Laurent Roland-Torniquez, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, internautes, bonjour. Adrien Tchomankou, bonjour. Bonjour, Laurent Torniquez. Bonjour, Adrien Tchomankou. Bonjour, Maurice Agua, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Très bien. Alors, nous allons commencer par Fraternité. Le dernier journal que nous avons lu, c'est plus frais, les informations dans la tête de ceux qui nous suivent. Les conducteurs du taxi moto face à l'impossibilité de changer leur véhicule. Vous le savez, les décisions de la police obligent donc les passagers au port de ceinture, mais aussi à Porte-Nouveau. Il y a agressement de dents en ce qui concerne les transporteurs ou les conducteurs de minibus parce que les taxes qu'on comprend chez eux maintenant n'est plus journalier. C'est que chaque fois que vous chargez, vous sortez, vous devez payer, vous revenez, vous chargez, vous devez payer encore la même taxe. Et puis voilà, et ça fait beaucoup de bruit. Laurent Roland-Torniquez, ceinture à bord du Topa Topa, équation impossible. Oui, c'est une équation impossible en ce sens que, comme je le disais hier matin, les gens ont adapté des sièges spécifiques à ces minibus. Et donc, quand on rentre dans ces minibus, quand on voit les sièges, il n'y a pas possibilité de mettre des ceintures de sécurité. Il y a des gens qui achètent des bus avec des sièges précis, et lesquels sièges ont des ceintures de sécurité, mais eux, ils enlèvent ces sièges-là, ils adaptent d'autres sièges, ce qui fait qu'on ne peut pas mettre des ceintures de sécurité. C'est pourquoi que je disais hier, plutôt que d'aller en grève, il ferait mieux d'aller à la table de négociation, parce que nous sommes quand même dans un pays de droit. On vous dit, écoutez, nous sommes en train de travailler pour la sécurité routière. Et la sécurité routière implique que dans votre véhicule, vous devez avoir un certain nombre de choses. Quand vous n'avez pas, c'est que vous ne respectez pas ce que dit le code de la route, et par conséquent, on vous réprime dans une certaine mesure. Quand c'est comme ça que vous savez que vous ne remplissez pas toutes les conditions et que vous n'avez peut-être pas la possibilité de remplir toutes les conditions, vous vous calmez, vous allez à la table de négociation, vous discutez. Et c'est en cela que je dis la grève qu'ils ont enclenchée, en voulant faire mal, disant qu'ils sont en train de faire une grève, peut-être que pour qu'on leur accorde une certaine facilité, ils font mal aux populations. Et les populations vont encore crier le nom du chef de l'État, le nom du gouvernement pour dire que c'est sur lui, que c'est lui. Et donc, cette manière de faire, parfois, ne marche pas tout le temps et ça ne marche pas à tous les coups avec tous les chefs. Donc, je dis simplement, oui, l'incapacité, dans l'impossibilité de changer de bus, ils sont obligés d'aller à la table de négociation. Et puis maintenant, on peut voir, dans la mesure du possible, que désormais, en tout cas, ils ont un certain nombre de passagers à prendre, un nombre rigoureusement à prendre dans le bus, et aussi mettre en place maintenant des dispositions pour que désormais, qu'on n'ait plus de nouveaux bus avec ces modifications-là. C'est très important parce que si on leur accorde, à ceux qui sont déjà dans le secteur, on leur accorde ces facilités, ça ne veut pas dire qu'il faut encore encourager des gens à aller acheter des bus et à changer les sièges. Bon, écoutez, ils n'ont pas de ceinture de sécurité, ils n'ont pas de boîte pharmacie, certains parmi eux n'ont pas de triangle, certains parmi eux n'ont pas de clic, certains parmi eux n'ont pas de pneu secours. Autant de choses. Autant de choses. Et écoutez, j'ai suivi un accident. Bon, pas suivi, je suis venu surprendre ça devant le cadet à Bourg-Traville. La dame est dans un bus, d'accord? Et il y a qu'à un moment donné, il y a un choc, mais elle a cogné la tête sur un autre siège et elle en est morte. C'est-à-dire que quand elle a cogné juste la tête sur un autre siège, le temps qu'on l'amène de là pour aller à l'hôpital de zone, vous connaissez la distance. Oui. Les sapeurs-pompiers sont venus, ont même emprunté le sens interdit. Le temps de la prendre pour aller au centre, à l'hôpital de zone, elle est décédée au niveau du carrefour à Conville là. Donc pour vous dire quoi, la ceinture de sécurité tout au moins protège les gens. Parce que quand il y a freinage subitement, au moins la ceinture retient. Donc dans ces conditions, et c'est de la vie des citoyens qu'il s'agit. Moi je le dis toujours une chose. Vous pouvez ne pas être d'accord avec un régime, mais le problème, c'est que ce qui concerne votre vie, vous devez prendre ça au sérieux. Si vous ne voulez pas être suffisamment conscient pour comprendre que c'est votre vie qui est en jeu, moi, je crois que là, il vaut mieux décider de cesser de vivre carrément. Tous ceux qui conduisent les minibus aujourd'hui doivent pouvoir comprendre que
ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller à la table de négociation, discuter avec les autorités policières, le Centre national de sécurité routière. Maintenant, qu'eux-mêmes prennent l'engagement de ce que tous ceux qui rentreront dans le secteur désormais ne fassent plus de telles modifications. Parce qu'il y a d'autres concurrents sur le terrain. Je l'ai dit hier, je ne fais pas de la publicité pour d'autres, les concurrents. Mais je dis, pour aller à Porte-Nouveau, aujourd'hui, il y a des bus, vous prenez, vous asseyez. Tout peinard, en tout cas. Et vous avez la ceinture de sécurité, vous avez un Wi-Fi à bord jusqu'à destination, vous avez la climatisation, vous êtes à l'aise. Les noms commencent par N là. De toute façon, non, c'est pas que ça. Il y a une autre agence qui a commencé également. Et donc, quand vous rentrez dedans, d'ailleurs, même vous descendez à la préfecture à Porte-Nouveau, il y a d'autres bus qui vous récupèrent en même temps pour vous amener au niveau des périphériques de Porte-Nouveau. Donc, il y a ça, quand vous avez ça, vous devez aussi commencer par changer. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec ce mode-là. C'est vrai que les gens diront que avec ça, c'est moins cher. Mais moins cher par rapport à ma vie, je pense que les gens doivent pouvoir désormais commencer par faire le bon choix. Et il revient aux transporteurs de faire en sorte que les dispositions soient respectées. Même s'ils ne peuvent pas mettre les ceintures de sécurité, qu'ils mettent au moins les boîtes à pharmacie, qu'on ait des triangles, qu'on ait comment vous appelez, des clics, qu'on ait... vous avez déjà parlé de boîtes à pharmacie? Oui, j'ai déjà parlé de ça. Voilà. Qu'on ait aussi des pneus de secours. Beaucoup parmi eux n'ont pas de pneus de secours. Quand vous quittez Porte-Nouveau pour vous aller à Sémé, ils ont des crevaisons. Tout le monde attend. Le chauffeur descend, démonte le pneu, va chercher un vulcanisateur quelque part. Le pneu de secours va encore prendre de la place. Parce qu'en réalité, les places sont vraiment négociées. Je suis d'accord avec vous. Et malheureusement, donc, il faut régler tout ça. Il faut désormais maintenant fixer un certain nombre de passagers par bus. S'ils ne peuvent pas la poser de mettre les ceintures de sécurité, mais exiger qu'ils aient tout ce qui reste. Ce qui me cœur, Laurent Roland-Tonné, que ça devient Djomakou, c'est la façon dont ceux-là conduisent ces véhicules. C'est un tombeau roulant. J'en ai vu un devant moi hier qui clignotait à gauche et va à droite. Et va s'arrêter à droite. D'accord? Pratiquement, je ne pouvais pas le dépasser parce que le clignotant gauche était allumé. J'étais derrière lui et après, subitement, comme le dirait l'autre, soudain, tout à coup, il vire à droite. Et je ne comprends pas, il n'y a pas de feu arrière, il n'y a rien. Et à ça vient s'ajouter les problèmes de ceinture de sécurité, alors que Laurent vient de dire qu'il y a eu un décès, que c'est nécessaire. Comment vont-ils Pas qu'un seul décès, hein. Il y en a plusieurs. Si vous allez sur le tronçon Porte-Nouveau, il y en a plein. Pourquoi ils vont en grève? Est-ce que ce n'est pas bon débat, ça? S'ils vont en grève, je pense qu'ils se font du mal eux-mêmes. Parce que, écoutez, quand ils vont en grève, ils ne font pas du mal au gouvernement. Ils ne font non plus du mal aux passagers. Oui, les gens vont trouver des moyens. Les gens vont toujours se rendre à Cotonou. Pas d'autres moyens. Pas d'autres moyens, ça c'est clair. Ce qu'il faut dire, vous l'avez souligné, qu'il y a de l'incivisme dans la conduite. Ils sont très nombreux à mal conduire le véhicule, mais il y en a aussi, ça il faut le dire, qui conduisent très bien leur minibus Topa. Parce que oui, quand vous voyez, vous suivez, en rencontre dans quelle ville? On en rencontre bien à Cotonou, à Porte-Nouveau, et Kaboum et Calavi. Il y en a qui conduisent très bien, pour le souligner. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut dénoncer, c'est quoi? C'est qu'en l'État, ils ne doivent même pas chercher à aller en grève. Ils doivent aller à une table de négociation. Et quel genre de négociation? D'abord, on sait que ces bus doivent normalement avoir un certain nombre de places. Ce n'est pas les places qu'ils ont attribuées à ces bus qui désormais vont continuer à bénéficier des passagers. Non. En l'état, on peut ne pas les obliger à avoir de ceinture de sécurité. Mais tout au moins, si on sait qu'un minibus de Topa doit contenir 7 personnes au total ou 9 personnes, écoutez, il faut que des gens s'assiedent en espaçant les chaises, les sièges. C'est de ça qu'il est question. Parce que... Vous pensez qu'ils vont respecter ça? Ils ne vont pas respecter. Et s'ils ne respectent pas, ils seront verbalisés. Eux, ils sont dans la logique d'une sardine. C'est ça ce que le gouvernement est en train de combattre. C'est inadmissible que des gens soient entassés dans des véhicules comme des sardines. C'est très grave, extrêmement grave. Je pense que l'heure a sonné pour que nous puissions comprendre que oui, le gouvernement, d'une manière ou d'une autre, quand on parle de répression par-ci, de répression par-là, c'est pour notre bien. C'est une très bonne chose. Le gouvernement doit être fier de l'opération
qui est conduite par le directeur général, le gestionnaire mandataire de la police républicaine, même s'il y a beaucoup à corriger dans la conduite de l'opération, je pense que le gouvernement doit s'en réjouir. Et si un Topa Topa continue d'aller en grève, je pense qu'il est en train de perdre son temps. Parce que d'abord... Qui va en grève perd son temps? Il perd son temps pour les Topa Topa. En tout cas, de façon précise, pour les Topa Topa, si le Topa Topa se permet d'aller en grève, au lieu de réfléchir à comment faire pour payer les frais de location, pour être à jour vis-à-vis de son propriétaire, je pense qu'il est en train de perdre son temps. Très bien. Alors, Laurent Volatonique, un autre sujet nous intéresse, maté libre. Être porté en triomphe, talon s'en éloigne. Est-ce que vous êtes d'avis? Non, je ne sais pas sur quoi Maté libre se base pour mettre ce titre ce matin. Toujours est-il que quand on analyse un peu la situation politique aujourd'hui, il se fait que malheureusement, il y a peut-être des choses à reprocher au pouvoir en place, mais pour autant, est-ce que ce talon encore s'éloigne du fait qu'il doit être porté en triomphe en 2026? Je me pose mille questions. Toujours est-il que nous avons encore 2 ans devant nous, et s'il y a des erreurs pour le pouvoir en place, c'est que ces erreurs peuvent être rattrapées. D'ailleurs, le hautement social décrété le 23 mai 2021 à Porto-Novo rentre dans sa phase active progressivement. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui sont prévues d'ici à l'horizon 2026. Donc, attendons de voir, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire tout de go que Talon s'éloigne du fait qu'il soit porté en triomphe? Je ne pense pas. On a bien des choses à reprocher au pouvoir en place, mais aussi on doit être fier de certaines actions qui sont menées et lesquelles actions ne font pas pour autant de Patrice Talon, un chef de l'État désavoué par tous les Béninois, qu'on le veuille ou pas. Mais oui, sur certaines questions, des gens sont peut-être en droit de dire oui, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Je ne me permettrai pas de citer certains secteurs dans lesquels ça ne marche pas. Mais je crois que le gouvernement est à l'écoute désormais, parce qu'on voit que quand on en parle, quelques temps après, des actions sont menées, beaucoup de choses sont faites pour corriger parfois les insuffisances du régime, et attendons de voir si ça va continuer comme ça jusqu'en 2026. Ce qui va peut-être faire que Patrice Talon et son gouvernement, notamment lui, ne sera pas porté en triomphe, c'est peut-être voir dans la perspective des élections de 2026 comment est-ce que ça va gérer le processus électoral, comment est-ce que les problèmes des travail vont être réglés dans une certaine mesure. On apprend, parce qu'on a vu un journal écrit qu'on a détecté du cannabis ou bien du chanvre indien dans les urines de certains travailleurs qui ont été arrêtés. Et je vous rappelle que la semaine passée, je disais que oui, les travailleurs qui veulent aller marcher doivent travailler, doivent s'investir pour extraire, extirper de leur rang les brebis galeuses, parce qu'après tout, ça salit leur honorabilité, ça salit leur crédibilité dans une certaine mesure. Donc, quand on en arrive à dire que les travailleurs veulent marcher, qu'on arrête des gens et qu'on dise qu'on a retrouvé des traces de cannabis, de chanvre indien dans leur urine, ça ne fait pas bien pour les syndicalistes. Bon, maintenant, je me suis dit, ça veut dire que désormais, si on vous arrête, on vous fait une analyse de urine pour voir si vous n'avez pas entre-temps consommé quelque chose. Je me suis posé la question cette fois, comment on arrête des gens, et puis après, on dit qu'on a senti telle chose dans leur urine. C'est tellement qu'on a analysé leur urine. Non, en réalité, ils ont fait des tris. Ils ont procédé par élimination. Je comprends. Non, en fait, c'est une manière de parler. Pour vous dire que oui, les syndicalistes qui doivent marcher le 11 mai doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention en ce sens que s'il y a des brebis galeuses. Vous savez, Cotonou, c'est, je dirais pratiquement que, n'oubliez pas que, comment vous appelez, il y a quelqu'un qui se faisait appeler, ou bien qui a été appelé les bandits de Djonké. D'accord? Vous vous rappelez des choses, hein? Et n'oubliez pas que Cotonou, c'est pratiquement un ghetto, que quelqu'un avait dit, quand vous lancez une marche à Cotonou, vous voyez, vous avez toute catégorie de personnes. Effectivement. Vous lancez une mobilisation à Cotonou, à l'heure où je vous parle. C'est comme une bombe que vous lancez. Vous avez toute catégorie de personnes. Les sans-abri sous les ponts de Tokpa ou je ne sais quoi, bon, qu'on a réussi à déloger, mais qui sont ceux qui dorment au niveau des comment vous appelez, des vestiges du CPA et autres là, eux tous vont sortir pour venir marcher. Et peut-être que la nuit ou tout le matin, ils ont déjà pris leurs produits. On va les arrêter,
on va dire que c'est les travailleurs, parce que c'est les travailleurs qui ont organisé la marche. Donc, dans la masse, il y a toute catégorie de personnes. C'est comme ça que quelqu'un peut, le matin, passer chez son dadier et prendre du tombeau, leur boisson, le sachet là, et on le voit, on le prend, on voit qu'il s'est saoulé. C'est un travailleur quand même, parce qu'en fait, on l'a vu marcher avec les travailleurs. C'est pour ça que les gens doivent faire très attention en la matière. Donc, je dis oui, il y a beaucoup de choses sur lesquelles le gouvernement doit continuer à s'investir pour corriger les insuffisances, pour que le chef de l'État soit véritablement porté en triomphe. Autrement, nous serons là pour faire le bilan. Et comme je l'ai toujours dit, malheureusement, tous ceux qui sont autour de lui, qui sont les vous et la triffe, qui l'accompagnent, qui l'appuient pour lui dire, tiens, c'est bon. Et ceux qui, comme on dit en fond, il y a ceux-là qui sont toujours là pour dire, en fait, pour dire au roi qu'il a toujours raison. Tu as toujours raison. Donc, on dit au roi tout le temps qu'il a raison, il a raison. C'est quand ça explose qu'après, on dit en fond également, mettons nos bails des sorts. Chacun prend son chemin et après, et on laisse seulement le roi face aux conséquences. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on en arrive là, mais je crois que le chef de l'État qui veut bien une continuité de ces actions en 2026 a peut-être un programme, un certain nombre d'actions à mener pour qu'en 2026, les Béninois n'aient pas peut-être de gêne à voter pour son dauphin. Adrien Tchobankou, beaucoup ne voient que les routes effectuées par les belles routes, il faut le dire, effectuées par le gouvernement du président Patrice Talon, mais sur d'autres plans, il y a eu du chemin. Le Bénin, premier dans nombre de domaines, mais également la dématérialisation, où il y a eu un travail titanesque qui a été fait. Aujourd'hui, la dématérialisation, l'écart est grand entre là où nous étions en 2015 et maintenant, où vous pouvez juste, à l'aide de votre téléphone, faire beaucoup de choses. Et c'est une avancée. Est-ce qu'il y a des raisons qu'on ne porte pas le chef de l'État en triomphe? Patrice Talon, le président béninois, sera bel et bien porté en triomphe en 2026. Il sortira d'ailleurs par la grande porte. Vous savez, si vous voyez un peu ce qu'on peut mettre à son actif, vous-même, vous devez applaudir. Et écoutez, si on le dit, même si celui qui n'entend pas pourra entendre. Les sourds vont entendre, et les aveugles vont voir. Et les aveugles voient déjà. Vous voyez un peu les routes, vous venez d'en parler. Écoutez, nous avons assez de routes, c'est vrai. Vous pouvez me dire que oui, que ces routes qui ont été réalisées à Grand Frère, que bon, c'était... Est-ce que vous connaissiez par exemple Sept-Orvis, le quartier Sept-Orvis, Kourounou et autres? Oui, vous connaissiez avant? Très bien, je sais comment... Sept-Orvis qui était un ghetto également, avec ces voies qui ont été réalisées, les bandits se sont repliés. Voilà, ça dit dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, Patrice Talon a frappé fort, ça il faut le dire, que ce soit au niveau des routes, des grands travaux d'aménagement, la lutte contre l'insécurité, même si pour le moment nous parlons d'une recrudescence d'insécurité, il faut dire que beaucoup de secteurs ont été impactés. Quand vous prenez le tourisme, vous voyez un peu, c'est pour la première fois que les Béninois ont eu droit à ce qu'on appelle Ouida Day. Vodou Days. On a eu beaucoup d'innovations en matière de tourisme. Aujourd'hui, nous avons assez d'hôtels. Nous avons presque tout pour accueillir des séminaires internationaux, des rencontres internationales. Il y a beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements dans notre pays qu'il faut mettre à l'actif du chef de l'État. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire pour que Patrice Talon soit véritablement porté en triomphe, c'est qu'il y a quelques réglages. Écoutez, ça, il faut le dire, ces réglages, par exemple... Laurent parlait, par exemple, de 2026, les élections. Est-ce que c'est par rapport au code électoral que parle Bataille Libre? Écoutez, le code électoral... Est-ce que c'est parce qu'on empêche les travailleurs de marcher que le Matin Libre parle ainsi? Oui, en partie. Qu'est-ce que ce titre vous explique? Ce titre, par exemple, ce que ça m'inspire, quand Matin Libre se pose la question de savoir si Patrice Talon serait porté en triomphe en 2026. Matin Libre exclame. S'il a exclamé, oui. Écoutez, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Ce n'est pas Patrice Talon.
c'est ceux qui entourent Patrice Talon. Et ceux qui entourent Patrice Talon, qui d'une manière ou d'une autre... C'est ce qu'on dit tout le temps sous les régimes. Ils s'appuient sur des tests, les tests en vigueur, pour pouvoir compliquer d'une manière ou d'une autre la situation au chef de l'État. Quand vous prenez les marches qui sont réprimées depuis 2 semaines, vous voyez que ça donne matière à réflexion. Et quand vous ne laissez pas les gens s'exprimer, s'exclamer, si vous ne laissez pas les gens dire ce qu'ils pensent, c'est que de frustration en frustration, on finit par détester l'homme qui faisait du bien. Écoutez, c'est ça. Aujourd'hui, nous sommes tous face à la cherté de la vie. Et la cherté de la vie aujourd'hui, c'est mondial. Ce n'est pas seulement au Bénin, c'est en Afrique. Et cela est dû fondamentalement à quoi? Au fait que nos maïs sont exportés brutalement dans d'autres États, dans les États voisins. Quand Patrice Talon prend la décision, par exemple, de ne plus exporter du maïs, les gens pensent que, bon, il en dit de trop, et bon, il devrait racheter ce qu'il devrait aussi faire, racheter ses produits vivriers, créer des boutiques témoins, et que, bon, subventionner à hauteur de tel nombre de milliards pour que les gens puissent avoir le minimum. Parce que vous savez, on dit souvent que le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand les gens ont faim, même si vous faites beaucoup, même si vous êtes le super ou meilleur président de la République, on va toujours vous détester. On dira toujours que vous ne faites rien. Les gens ont dit ici dans ce pays, à Nicéphore de donner Soglo, son excellence, que ce n'est pas les voix pavées qui vont manger. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit à Kérékou? Vous comprendrez clairement que les voix, même si on doit féliciter le chef de l'État pour ce qu'il a fait en termes de voix, ça ne va pas régler les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'homme au cœur des réformes qui comptent nécessairement. Et quand on regarde les différents processus électoraux de 2016 à aujourd'hui, 2019, 2020, 2023, en réalité, il y a un travail énorme à faire pour que Talon soit davantage estimé par les Béninois. Parce que si le processus électoral qui va nous conduire vers 2026 connaît des obstacles ou bien des goulots d'étranglement dans une certaine mesure, ça ne permettra pas d'apporter le chef de l'État. Ça ne va pas commettre d'obstacles. Ce qui est clair aujourd'hui par rapport, par exemple, à cette affaire de code électoral, vous avez vu l'Église catholique qui a jeté les bases d'une relecture de l'Église du code électoral. Mais c'est de ça qu'il est question. Nous sommes dans un état de droit. État de droit, c'est la pluralité des expressions. La démocratie, c'est la pluralité des idées. Donc, des gens doivent jeter des bases de relecture de ci et de ça. Aujourd'hui, si en 30 ans, le Bénin a pu toucher 34 fois son code électoral, je pense que nous avons encore 2 ans devant nous. C'est fort possible parce que Patrice Talon n'est pas sourd. Il entend tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte pour améliorer notre cher et beau pays, le Bénin. Je pense que le code électoral, même si en l'état, nous avons le meilleur code électoral de la sous-région, on peut toutefois parfaire ce code électoral. Vous avez lu les codes électoraux des autres pays? Vous avez vu ce qu'il y a au Togo? Vous avez lu? Est-ce que vous n'avez pas lu ce qu'il y a au Togo? Ça, c'est un exemple. Il y a eu un code électoral là-bas. Écoutez, la constitution du Togo, écoutez, c'est les députés maintenant qui vont voter, qui vont désigner le chef de l'État qui va s'éterniser au pouvoir. En matière de développement électoral, le Bénin est grandement largement en avance. Ce qu'on avait dit sur la révision de la Constitution au Togo, il y a un Togolais qui a coupé une séquence qu'il a mise sur YouTube et qui a partagé pour dire que les journalistes béninois donnent les leçons de démocratie aux Togolais. Ah bon? Mais c'est pas vrai. Non, mais j'ai vu rien que des Togolais qui sont venus commenter et qui nous ont félicités d'ailleurs. Ah oui? Et qui nous ont félicités d'ailleurs. Et qui se désolaient de la situation qui prévalait dans leur pays. C'est ça. C'est-à-dire, le Bénin aujourd'hui, c'est un modèle pour l'Afrique. Ah oui? Ah oui, le Bénin, c'est un modèle en matière de démocratie. Vous voyez le désordre que force installe au Togo. Il appelle ça désordre. Donc, moi, c'est un régime parlementaire, monsieur. Respectez le régime parlementaire. Nous allons mettre du bémol dans ce que nous disons, parce que pour moi, c'est vrai que nous sommes, au-delà de tout, il y a un certain nombre de respect de certaines normes au Bénin, de certaines institutions au Bénin, mais pour autant, tout n'est pas... Parce que quand on dit que nous sommes modèles, c'est qu'en réalité, les matchs ne devaient pas être réprimés. Je vais vous expliquer ceci. Attendez, il nous amène sur le terrain de la marche. Pourquoi les marches sont réprimées? Est-ce que dans un pays démocratique, on réprime les marches? Dans un État démocratique, les marches sont encadrées. Dans un État démocratique, nous sommes
dans un régime Ne parlez pas de police politique. Écoutez, Ne parlez pas de police politique. Non, laisse police politique. D'accord. Nous sommes, en réalité, c'est-à-dire chaque jour, nous devons lire les textes que nous avons. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais je pense que par moment, nous ne lisons pas les choses et nous ne comprenons pas. Parce que moi, personnellement, j'ai dit ici sur le plateau que ce qui est normal au plan juridique, quand on parle, c'est-à-dire le Bénin, pour moi, c'est le régime déclaratif en matière de marche. Mais il aurait fallu... Pourquoi on ne respecte pas? Très bien, vous avez dit pourquoi on ne respecte pas. Est-ce que vous savez que les députés à l'Assemblée nationale ont déjà encore modifié ce régime? Non. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ils l'ont modifié et toute marche aujourd'hui est sujette d'autorisation. Et pourquoi ils n'ont pas Oh, vulgarisé? Pourquoi ils n'ont pas vulgarisé? moi, ils n'ont pas vulgarisé. Et pourquoi c'est pourquoi moi je parlais de privation de liberté fondamentale. C'est pour ça, parce moi, qu'en ça, réalité... par exemple, je condamne ça. Tu vas parler, permets-moi. Nous sommes en principe, quand on parle de la démocratie, quand on est un état de droit, c'est le régime déclaratif en matière de marche. C'est ce que disent les textes au plan juridique. Maintenant, que les députés à l'Assemblée nationale... Quelle mandature? La mandature... En cours là. En cours là. 9e là. Allez-y. En tout cas, les députés, que ce soit cette mandature, la mandature présidente, c'est déjà modifié. Le texte est là. La loi est là, votée. Et promulguée. Je pense que... Je pense que, écoute, tu permets. Mais est-ce qu'ils ne sont pas informés, les syndicalistes? Ils ne savent pas. Est-ce que vous étiez informés? Je n'étais pas informé. Moi-même, je n'étais pas informé. Le régime que nous traversons maintenant, c'est un régime d'autorisation. Ah oui? Et oui, c'est ça. C'est un régime d'autorisation de marche. Et s'il s'agit du régime d'autorisation de marche, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, que notre constitution a été violée. Pour ne pas dire que la constitution est déjà modifiée. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça, moi, j'interprète les choses. Donc, il y avait ça dans la Constitution, on ne savait pas. Dans la Constitution autorise les gens à marcher. La marche, c'est une arme de protestation pour le travailleur. Oui. L'article 25 de la Constitution est clair là-dessus. Vous comprenez, les gens peuvent se réunir, manifester, mais conformément aux dispositions de la loi. Maintenant, la loi, aux dispositions de la loi dont on parle, cette loi a été modifiée maintenant. Cette loi a été modifiée et je pense qu'actuellement, nous sommes sujets à une autorisation de marche. Avant, c'était le régime. Et qui doit autoriser? C'est le préfet? C'est le préfet ou le maire. D'abord le maire. C'est quand le maire n'autorise pas que le préfet va autoriser. Moi, je crois que, merci, vous savez, c'est quand même surprenant, hein, dans une certaine mesure, que de voir que ceux qui ont marché hier, aujourd'hui, refusent les gens de marcher. Ce sont les mêmes syndicalistes, hein? À part Tchadare qui vient de raccrocher. Pas que les syndicalistes. Bon, ok. Je parle des organisateurs. On connaît ceux qui, oui, mais ils étaient toujours aux côtés. Ceux dont on parle là étaient aux côtés des syndicalistes aussi en habit rouge. Ah, ok. Pour être un peu plus clair. Voilà. Ceux qui ont marché hier, aujourd'hui, on arrive à interdire aux gens de marcher. C'est quand même surprenant. Moi, je pense et j'insiste sur le fait que nous devons faire très attention, nous tous, que ce soit nous soyons un journaliste, que nous soyons un politique, député, ministre ou tout ça là. Pourquoi? Parce que à vouloir étouffer les frustrations, ce n'est pas bon pour notre vivre ensemble. Parce qu'à un moment donné, quand ça explose, c'est difficile de contenir dans une certaine mesure. Vous savez, des lois sont votées à l'Assemblée nationale. Je connais des lois qui sont votées. Et quand je me mets à les citer, vous allez être surpris. Mais qui n'ont jamais été vulgarisées. Et on attend d'appliquer. C'est quand il y a une situation qu'on applique la loi là. Et puis après, quand vous voulez réagir, on vous prend la loi pour dire que la loi a été votée. Rappelez-vous de l'affaire des personnes qui ont été mises à la retraite d'office. Même les travailleurs même là ne savaient pas. Il a fallu qu'on les mette à la retraite d'office et qu'on dise qu'il y a une loi comme ça. Et quand on a cherché réellement, la loi existait. Donc il y a beaucoup de lois aujourd'hui qui sont votées. C'est pourquoi je voulais en appeler à tous les citoyens. Et je ne sais pas s'il faut commencer par faire une émission sur la question dès lors que les députés... Je pense que c'est urgent. Je pense que c'est urgent. Je pense que vous allez inviter le président de la commission des lois, Oden Aladati. On n'a pas besoin de l'inviter. Qui va nous expliquer certaines choses ici. Il va le faire toute une journée. Toute une journée. Il faut que je vous précise aussi. L'article dont je parle est dans la loi qui a encadré les droits de grève en République du Bénin.
C'est dedans. Donc je pense que c'est les députés. C'est là-bas ils ont caché ça. Les députés précédents qui ont. Oui, moi voté cette loi. je crois que nous allons continuer à observer jusqu'en 2026 de quoi est-ce que le Bénin sera fait. De toute façon, nous avons une paix relative. Une paix relative que nous chérissons de tous nos voeux. Et je voudrais interpeller les acteurs politiques. Nous devons poser des actes qui ne doivent pas mettre à mal le vivre ensemble de la paix chèrement acquise. Faire en sorte que les lois qui sont votées soient davantage vulgarisées. Comme je l'ai dit, il y a des lois sur des sujets aussi banals. Vous allez penser que bon, ça n'existe pas. C'est le jour où vous posez un acte que on vous réprime et puis on vous sort la loi pour vous dire qu'une loi existe et qui vous interdit ça en temps normal. Et là, vous êtes surpris dans une certaine mesure. Attendons de voir. Par exemple, la loi sur le blanchiment des capitaux. Vous imaginez, quand ça a été modifié, beaucoup ne savaient pas que ça a été modifié. Il lui fallut qu'on interpelle un député de la mouvance présidentielle parce qu'on a eu 700 millions sur le compte des dizaines de millions sur le compte d'un enfant, de ses enfants, que automatiquement on s'est rendu compte que, attention, pourquoi un député quand même? Pourquoi c'est arrivé à un député? Et pourtant il a réussi. Au point où on l'a invité à la criette, il va s'expliquer. Quand vous allez reprendre maintenant la loi, vous comprendrez qu'en réalité, il n'y a pas besoin d'attendre que l'immunité soit levée avant qu'il ne justifie quoi que ce soit. Donc il y a de ces lois qui sont votées, est-ce que je dirais en catimini? C'est voté, hein, c'est voté, mais... C'est voté. C'est-à-dire que c'est des... Ce n'est pas faux de dire en catimini. On ne vulgarise pas. Normalement, on doit vulgariser les lois. C'est des lois qui sont votées, qui sont mises au frigo. Et on attend que quelqu'un tombe dedans. Et puis on sort la loi pour dire, bon, ça existe. On va aborder le dernier sujet de ces analyses. Adrien Tchomakou, le Bénin bloque l'exploitation du pétrole nigérien. Mori Yagwa, je pense que le chef de l'État, Patrice Talon, a pris une très bonne décision, une décision courageuse, une décision qui met aujourd'hui à nouveau le Bénin sur... qui relance le débat du coup d'État intervenu il y a quelques mois au Niger. Vous savez, les gens ont jeté tous les pieds au président Patrice Talon quand cette affaire a commencé au Niger. Et on pensait que c'est Patrice Talon qui ne veut pas la libre circulation des biens des personnes. Écoutez, à un moment donné, on a vu le Bénin qui a ouvert sa frontière de l'autre côté du Niger. Mais depuis ce temps, le Niger s'est opposé à l'ouverture, à la réouverture de la tienne. Et je pense que c'est l'occasion pour Patrice Talon d'amener le président Tiani à agir, à rouvrir à nouveau les frontières du Bénin et du Niger. Parce que vous savez... Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? C'est la meilleure solution. Est-ce qu'il faut forcer la main au Niger? À un moment donné, il faut forcer la main. À un moment donné, il faut amener quelqu'un à faire ce que vous voulez parce que lui, l'intéressé même, c'est que... Écoutez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quel argument Tiani brandissait? On dit que le Bénin servait de base arrière à la France, de base arrière militaire. Vous n'avez jamais vu ça? Et c'est ce qui s'écrit sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se dit au Niger. C'est tout comme si notre pays, le Bénin, accueille des militaires français. Vous n'avez jamais vu ça au nord du Bénin? Et on ne fait que ternir l'image du Bénin. Vous êtes là à ternir l'image du Bénin. Est-ce que cette option du gouvernement, vous pensez que ça peut changer la vie du président Tiani pour ouvrir les frontières? Écoutez, si les gens ont peur des Français, pourquoi veulent faire passer le pétrole? Le pétrole dans le pays. Les Français, si les Français sont au Bénin, les Français ne vont pas endommager le pétrole. Donc c'est pour dire quoi? Ils n'ont qu'à ouvrir très rapidement, le plus vite que possible, la frontière. Regardez des centaines de véhicules qui sont toujours stationnés là-bas. Les gens sont toujours en attente. Regardez les pets, tant bien du côté du Bénin que du côté du Niger. Et vous voulez quoi? Il faut que Tiani et son ministre, comment on appelle? Le Premier ministre. Le Premier ministre, il faut que les deux se rendent au niveau de notre frontière là pour que la libre circulation soit une réalité. Trop, c'est trop.
ils avancent comme argument que le Bénin aura affaire d'abord à la Chine, puisque le bailleur principal, c'est la Chine. C'est faux? Non, c'est faux. C'est faux, archi faux. En quoi c'est faux? Écoutez, si le Bénin n'accepte pas, ça ne peut pas quitter ici. C'est notre pays. Il y a ce qu'on appelle l'intégrité du territoire. Et c'est les militaires qui sont là pour défendre l'intégrité du territoire. Si le président instruit le ministre de la Défense, on dit que rien ne bouge, ça ne va pas bouger. Et moi, je soutiens le chef de l'État pour ça. Je pense qu'en posant cet acte, Patrice Talon est en train de montrer effectivement qu'il a un digne fils du Bénin. C'est de ça qu'il est question. Et il lui faut ce genre d'actes pour qu'on sache qu'on a effectivement un président audacieux, un président qui a l'écoute de son peuple. C'est ce que nous, population du Bénin, nous voulons que le chef de l'État vienne de poser comme acte. C'est une très bonne décision. C'est une décision vraiment soutenable. C'est une décision à encourager. Et je pense qu'il n'y a pas matière à reculer. Patrice Talon ne doit pas faire de marche arrière. Il doit tenir bon. C'est combien de milliards? Le Bénin veut gagner combien dedans? Combien de milliards? Si on doit perdre là, que nous perdions. Moi, je suis pour. Vous êtes radical. Je suis radical sur ça. Il faut que le Bénin, s'il y a quelque chose à perdre, que ce soit le nombre de milliards que nous perdions, ouvrez les frontières du côté du Niger pour que les opérateurs économiques, les hommes d'affaires se rendent très librement au Niger. Laurent, je sais que vous avez suffisamment opiné sur la question hier, mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire après ce discours, ou peut-être qu'il vous surprend. Non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que je l'ai dit hier, quand on est béninois, c'est qu'à première vue, on a un sentiment de fierté pour dire notre chef de l'État est assez audacieux, il a pris la meilleure décision, tout ça là. Et moi, je resterai encore droit dans mes bottes ce matin. Pour ceux qui pensent que je suis apatride et que je n'aurais pas dû. Je voudrais qu'ils essayent de lever le niveau du débat en se considérant que je ne suis pas journaliste béninois. Et de me prendre peut-être comme un journaliste étranger. Bon, togolais. Qui opine sur la question. C'est pas bon pour toi. Non, togolais. Qui opine sur la question. Pour dire quoi? Pour dire ce qui suit. Moi, je suis sur le fait que, oui, le Bénin a le droit de prendre toutes les décisions possibles pour faire peut-être fléchir le Niger. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais je parle des implications et des retombées. Moi, je ne veux pas aller avec l'émotion pour dire je suis béninois, le chef d'État a pris une décision, je suis content, oui, nous sommes forts, oui, écoutez, le Niger doit pouvoir replier. Non, je ne veux pas être dans l'émotion. Je veux qu'on aille au cas par cas en analysant la situation. Nous sommes dans une situation, dans un cas de figure où c'est une question de géopolitique, de géostratégie. C'est-à-dire que on a comme l'impression que ce qui se passe là, c'est seulement le Bénin et le Niger. Non, c'est au-delà du Bénin et du Niger. Il y a les intérêts des Américains, il y a les intérêts des Chinois. Et ceux qui ont mis l'argent pour que le pipeline passe par le Bénin ont leur intérêt à un moment donné, ils n'ont pas de problème avec le Bénin. La Chine, qui a accordé 400 millions de dollars il y a quelques semaines, quelques jours au Niger, n'a pas de problème avec le Bénin. Si la Chine rentre dans le jeu, et dit au Bénin, mais écoutez, oui, je suis d'accord que vous avez des problèmes avec le Niger, mais nous avons un truc avec des accords avec vous. Nous sommes en partenariat avec vous. Et que, au vu de ce partenariat que nous avons avec le Bénin, vous nous demandons de nous céder, de nous laisser nous exploiter le pétrole parce que nous, on en a besoin. Et que nous devons, après, on va voir comment intervenir pour que les problèmes soient réglés là. Le Bénin n'aura pas de choix que de céder. Et c'est en ce moment que je dis, on doit être fier de ce que, oui, notre chef de l'État a trouvé le bon timing, a posé il a frappé fort. A frappé fort, comme beaucoup se plaisent à le dire. Mais moi, je dis, au-delà de tout, est-ce que les implications ne vont pas nous rattraper au point où on va revenir sur notre décision? C'est tout mon souci. Et mon souci réside dans ce sens que, oui, si demain, par exemple, si les pauvres puissances étrangères dont on parle entrent en jeu, et amène peut-être le Bénin fléchi, ce n'est pas aussi une bonne image pour nous. Parce que sur la question du coup d'État, on a vu ce que la... Vous pensez que ça peut arriver? Il se peut, je ne souhaite pas que ça arrive. Parce les puissances étrangères pèsent dans cette balance-là. Non, mais écoutez, sur la question du coup d'État, nous étions là tous quand les décisions étaient prises, quand le chef de l'État a pris la parole pour dire quels que soient les moyens qu'il faut, en tout cas, que les moyens seront utilisés pour ramener la paix ou bien la situation normale à la normale au Niger. Et puis, nous étions les premiers à fermer la frontière, on a fait cette même chose. Mais au finish, la même CEDEAO, même Tinubu, le premier qui a commencé à monter, par bouder le Niger, dit des trucs, a été le premier à commencer par se ranger.
Et après, finalement, ils sont allés à la CEDEAO, ils sont revenus sur leur décision. Et au finish, quand le chef de l'État, le Bénin, a été obligé d'ouvrir la frontière en premier. Cette image-là, moi, je pense qu'on pourrait régler les trucs autrement. Moi, je suis formel sur un fait. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec mon avis. Et nous sommes tous béninois, nous sommes là pour opiner en son temps. Mais je dis une chose, vous avez dit combien le Bénin gagne. D'accord, le Bénin ne gagne pas grand-chose. C'est 45 000 $. Si on doit faire le calcul selon ce qui est écrit dans l'accord bilatéral, c'est 0,5 $ par baril par jour. Et l'enjeu, si on suit ce qu'a dit notre aîné Jean-Luc Aploga dans son reportage sur RFI, c'est que l'enjeu, c'est 90 000 barils par jour. Donc quand on fait 0,5 $ par 90 000 barils par jour, ça fait 45 000 $ par jour. Et ça fait autour de 27 millions par jour que nous gagnons. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et c'est dit, moi j'ai lu l'accord bilatéral, il dit, pour les 10 premières années, c'est 0,5 $, mais à partir de la 11e année, pour les 10 années qui vont suivre, c'est 1,5 $. Donc, quand nous en arrivons à prendre une décision, parce que le Niger n'a pas de raffinerie, mais quand nous prenons une décision comme ça, c'est que nous les réveillons. C'est ce que nous oublions. Nous les réveillons. À se préparer en conséquence à toute situation éventuelle et à leur penser. S'ils font une raffinerie, est-ce que le produit passera désormais plus par le Bénin encore? C'est vrai que le produit fini, attendez. Attendez, je vous ai laissé finir. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que, au-delà de tout, nous devons essayer de voir si les décisions qui sont prises nous arrangent pour le court, moyen et long terme. Si ça ne nous arrange pas, trouvons d'autres voies et moyens. Oui, c'est bon de bloquer le pétrole. Si entre-temps, la Chine intervenait, les États-Unis intervenaient, parce que je sais que les États-Unis ne seront pas d'accord, qu'on bloque le pétrole, mais la Chine qui a ses intérêts ne sera pas d'accord. Et donc, ça va devenir maintenant un problème entre la Chine et les États-Unis. Les deux puissances vont se tirer, en tout cas, vont tirer. Et chacun va tirer la balle dans son camp, dans une certaine mesure. Le Bénin sera là à être obligé d'être parfois soit accepter les négociations de la Chine ou soit à s'aligner derrière les États-Unis pour continuer à mettre pression sur le Niger qui a demandé à ce que les militaires américains quittent le Niger. Autant d'enjeux. Moi, je ne vois pas. Les gens pensent que ce qui est fait là, c'est seulement pétrole et tout le monde s'acharne, on est dans l'émotion, on dit oui, c'est bon, c'est bon. Mais c'est au-delà. Maintenant, vous avez évoqué la question de sécurité pour dire que oui, les gens ont évoqué qu'il y a des militaires français au Bénin, des militaires américains au Bénin. Non, moi, je ne vais pas aller sur le terrain. Mais les gens ont évoqué une question d'ordre sécuritaire. Je ne suis pas spécialiste de la sécurité. Oui, mais ils n'ont qu'à sécuriser leurs frontières. Ils n'ont qu'à sécuriser leurs frontières. C'est vrai que j'aurais... De quoi ils ont peur? Ils ouvrent les frontières, ils sécurisent les frontières. Je suis d'accord que j'aurais aimé que le Niger ouvre les frontières ici et maintenant pour que nos opérateurs économiques puissent avoir du travail, rentrer, les transporteurs puissent aller ou venir. Mais souvenez-vous que le Nigeria nous a fermé la frontière. Les frontières. On a vécu sans ça pendant des mois. Pourquoi on veut s'acharner à tout prix? Ils n'ont qu'à laisser les frontières fermées. On va vivre et leur montrer qu'on peut vivre. Parce que le Nigeria l'a fait à Bouhari. Hein? On a vécu, on n'en est pas mort. Mais maintenant, cette pression que moi j'ai comme l'impression qu'on veut mettre sur le Niger, je me dis, mais pourquoi? Laissez-les, s'ils ne veulent pas ouvrir, prenons nos dispositions. Prenons nos dispositions. Accompagnez les producteurs à produire de la tomate chez nous, à produire l'oignon. Si on a des milieux où on peut faire l'oignon, commençons. En réalité, dans toute situation, vous prenez quoi? Le point positif, le bon côté, c'est qui peut vous aider. La résilience. Mais si vous voulez à tout prix montrer, faire preuve de pression, à un moment donné, vous rentrez dans d'autres considérations et qui peuvent vous rattraper sur le long terme. Quand on le dit comme ça, on n'est pas opposant, on n'est pas apatride. On veut amener les dirigeants à comprendre que oui, toute décision à prendre pour la souveraineté du Bénin, c'est bon. Mais au-delà de tout, quelles sont les implications? Est-ce que les implications nous arrangent? Dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que dans 50 ans, c'est bon pour nous? C'est tout ce que moi je dis. Et si, aussi longtemps que nous serons dans l'émotion et parler du présent sans penser, parce que toute action politique doit s'inspirer du futur. En tout cas, on s'inspire du passé, on regarde le présent et puis on regarde le futur pour dire ce que nous faisons aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas nous rattraper à un moment donné dans l'histoire? Et si ça doit nous rattraper à un moment donné dans l'histoire, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter ça?
Si les gens... Ça va rattraper les Nigériens d'abord. Si les gens pensent que dire ça, c'est être opposant ou apatride, c'est pas un problème. Moi, je reste le droit dans mes bottes, je punirai selon mes convictions. Et après, on tirera les conclusions. Quand j'ai dit dans ce pays que voilà ce qu'il fallait faire avec Niger, on m'a traité d'apologiste des coups d'État tout le temps. Après, on est revenu sur la décision, ce que on disait sur ce plateau au début. Moi, je pense que nous devons sortir de l'émotion et voir la réalité en face. Mais vous devez permettre que les gens se réjouissent d'abord. Que les gens félicitent leur chef d'État d'abord. Non, pour cette décision. Nous disons, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une réalité, c'est une vérité. Écoutez, Maureen, est-ce que vous savez bien que Tiani, c'est qui n'est pas en train de faire du mal à Patrice Talon, en fermant notre frontière. Il sait bien qu'il est en train de pincer la population à la base du Bénin et aussi la population à la base du Niger. Toi, tu es en parenthèse bien assis financièrement et tu es content de voir les autres souffrir. C'est une très bonne chose ça. Maintenant, tu veux avoir par jour au moins 50 millions de francs CFA. Si le Bénin doit gagner 27 millions. Si cette affaire commence par jour, c'est que le Niger est presque à 100 millions de francs CFA par jour. C'est beaucoup d'argent. Vous voyez un peu ce que je dis? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? C'est parce qu'il sait que son intérêt est en jeu qu'il n'a même pas cherché à échanger avec le chef de l'État béninois, avec la diplomatie béninoise, et on ouvre la vente de là-bas. Puis... Avant ça, il y a une délégation nigérienne qui était au Bénin, qui est venue faire avec la douane et tout ça. Il y avait une délégation nigérienne au Bénin, ils ont travaillé avec les autorités béninoises. Est-ce que c'était concluant? Comment c'est pas concluant? Si c'est pas concluant, comment si c'est pas concluant, ils vont ouvrir la vanne puis de là-bas comme vous le dites. Ce n'est pas concluant, c'est parce que c'est pas concluant que Patrice Talon a posé son veto. C'est bien concluant. Le problème, c'est concluant. La preuve, quand le pétrole, les premières gouttes sont sorties, ils sont allés là-bas pour voir et pour célébrer. Ne dites pas que ce n'est pas concluant. Ils ont bien envoyé une délégation nigérienne au Bénin. Ils ont envoyé une délégation. Merci. Ça a été vu. Tu ne peux pas laisser parler, tu dis merci. Ah. Ça a été vu. On demande à ce que l'ouverture de la frontière soit effective. Maintenant, les gens ne veulent pas. La télévision, c'est là, c'est pas ce que vous dites là. Vous voulez quoi? Je pense que Patrice Talon va même très scellé, c'est-à-dire, à se me craquer là. Ils ne vont pas seulement bloquer, ils vont bien sceller, ce serait très dur. Ils vont sceller, il faut que ça reste entre le Bénin et le Niger. Mais si ça dépasse le Bénin et le Niger, vous allez voir que la suite là, je ne sais pas. Dans les coulisses, ça peut aller. Michel Aoudon. Ça peut dépasser même nos frontières. La Chine peut s'impliquer, les États-Unis peuvent s'impliquer. Ce qu'il faut faire, la seule chose que le Bénin réclame, c'est l'ouverture de sa frontière. Il respecte toujours sa parole. Parce que, écoutez, tu n'es pas un chef d'État démocratiquement élu. Tu as pris le pouvoir par la force. Si vous prenez le pouvoir par la force, comprenez qu'à un moment donné, on doit vous montrer que la démocratie demeure la démocratie. Adrien Tchoumakou, merci, sinon on va vous prendre le micro par la force. Et donc ça va être la dictature. Comme ça se passe de l'autre côté. Merci pour vos analyses, Adrien Tchoumakou. Merci, Laura Oulantonei. Tu ne vas pas donner la parole. Voilà la chanson. Voilà la chanson. Voilà la chanson. Je suis resté comme ceci. Voilà la chansonnette, Adrien Tchoumakou. Vous avez demandé au chef de l'État de sceller le truc. Vous avez fait 5 bonnes minutes. Il a fait 5 bonnes minutes. Vous avez on connaît la chanson. On connaît la chanson. Vous avez le soutien de la presse béninoise, vous avez le soutien des transitaires béninois, vous avez le soutien de tout le peuple béninois. Il faut sceller, il faut bloquer correctement. Est-ce que vous êtes en train de faire un discours à la nation? Tant que l'ouverture de notre frontière du côté de Malanville n'est pas une réalité, n'autorisez pas le Niger à bénéficier de ces milliards de francs CFA par jour. C'est bon, je vous ai laissé parler. C'est bon maintenant? C'est en partie bon. Merci Adrien Tchoumakou, merci Laura Oulantonei.